rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonjour, soyez les bienvenus. Il est président de l'association Marcher Courir pour la Cause, en sigle MCPLC, et promoteur de la traversée du Mayombe. Mesdames et messieurs, Rodrigue Nzinga Mbomi est face à Maner. Bonjour et bienvenue dans ce programme. Bonjour Monsieur Maner et merci de me recevoir dans votre émission. Voilà, c'est un plaisir partagé. Alors, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? Écoutez, c'est une très bonne question. J'ai retenu une chose. 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète et encore trop de dégâts de cette maladie qui fait des ravages dans le monde entier et particulièrement dans notre République du Congo. Alors, Rodrigue Nzinga Mbomi, président de l'association Marcher Courir pour la Cause et promoteur de la traversée du Mayombe, quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Écoutez, je dirais que je suis tombé très tôt dans l'armée du sport puisque j'ai un papa sportif, ancien d'Abbé Rouge de basket, donc ça pose déjà le cadre, tout petit, vous ne savez même pas encore marcher que vous avez déjà dans le basket entre les mains. Puis ensuite, j'ai fait des études universitaires supérieures à l'étranger. J'ai été pensionnaire du centre de formation de Toulouse. À l'étranger, au secours. En France, plus précisément, voilà. J'ai fait mes études supérieures et puis j'ai fait en parallèle du sport de haut niveau, puis j'étais au centre de formation de Toulouse avec des joueurs à l'époque comme Jules Timbakala ou Alain Gomene, que vous connaissez. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler en France, mais également à l'étranger, dans des pays comme l'île Maurice, le Maroc, sur des sujets liés à la relation de manière générale, pour enfin essayer de revenir de mon pays il y a de cela 13 ans. Voilà. Et en tant qu'athlète professionnel, dans le basket? Dans le football. Dans le football. Oui. Donc vous n'avez pas fait ce que votre père faisait, c'est-à-dire le basket. Lui, il était pro en basket. Oui. Et vous avez choisi le foot. Oui, le salut est individuel. Donc j'ai pris une voie qui était différente de celle de mon père en termes de discipline, mais c'est vrai que nos parcours se ressemblent un tout petit peu sur le plan de la pratique sportive, puisque j'ai quand même joué un certain temps à un certain niveau, avec des joueurs comme Jean-Pierre Papin, que vous connaissez certainement, j'imagine. Jean-Pierre Papin, la légende de l'OM. Jean-Pierre Papin, ex-ballon d'or, légende de l'Olympique de Marseille, tout à fait. Donc vous avez travaillé avec lui, pas au niveau de l'OM, Bordeaux? J'ai travaillé avec lui dans la région de Bordeaux, oui, plus exactement au Cap-Ferret. Bordeaux en Gironde. Ouais, en Gironde. Oui. Voilà. Alors, en 2011, comme vous l'aviez dit, vous avez quitté la France pour le Congo, Oui. laissant derrière vous une carrière. Alors, cette période où régnait ce qu'on peut appeler le Congo bashing, c'est-à-dire tout ce qui est Congo était critiqué, d'aucuns même affublés, des noms pas bien pour le pays. Par exemple, que le Congo c'était l'enfer, mais vous avez quitté la France pour ce pays-là, c'est-à-dire le Congo. Alors, cet intérêt pour le Congo, qu'est-ce qui explique cet intérêt pour le Congo? Ben, je suis congolais. Je suis né à Brazzaville, de parents congolais. Donc il y a déjà naturellement une filiation naturelle qui s'établit. Ensuite, j'aime beaucoup le concept de Nelson Mandela, l'Ubuntu, je suis ce que tu es. Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. En l'occurrence, je suis ce que je suis parce que mes parents sont congolais et qui m'ont envoyé à l'étranger pour étudier et que dans l'esprit, ils disaient qu'un jour je reviendrai. Et donc, il y a l'appel de la terre, d'une part, on sent les racines qui vous appellent, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Et ensuite, cette volonté de
avoir de l'impact pour sa terre natale, avec beaucoup de projets à réaliser ici dans différents secteurs d'activité, comme par l'éducation, de la santé, du sport, puisqu'on est là. Et donc, une volonté d'apporter à mon niveau ma part au développement de mon pays d'origine. Donc, s'il faut résumer le comeback, la motivation principale était L'envie de jouer pour mon pays, de bâtir quelque chose. c'est quelque chose. Ah, d'accord. Et comment réagissait la famille autour de vous? Ben, beaucoup de sceptiques, ici et ailleurs. Alors, en Occident, pour ne pas dire en France, c'est mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Avec tout ce qu'on entend sur le négatif de notre pays, alors que notre pays est rempli de richesses et de défis à réaliser. Et ici, c'est qu'est-ce que tu reviens faire ici? Donc oui, j'ai eu beaucoup de remarques particulières, mais bon, je crois qu'il faut avoir foi en ce qu'on fait et puis travailler parce que dans la vie, on n'a rien sans le travail et je pense que ça, c'est l'espoir qui me l'a appris. Donc je suis là ici. Alors, des personnes comme vous qui aviez passé votre enfance en France et au Congo, on a envie de vous demander quels souvenirs gardez-vous de votre enfance entre le Congo et la France? C'est quoi le souvenir que vous gardez de votre enfance? C'est une question particulièrement intéressante. Bon, je suis face à vous, donc je ne me suis pas préparé, donc j'essaie de gagner du temps pour répondre à cette question et je réfléchis en même moment. Alors j'ai peut-être un souvenir d'enfance qui me vient à l'esprit, c'est les matchs de football que nous jouions à Patrice Lumumba à l'époque, entre nos amis de Poto et nos amis du centre-ville qui venaient pour jouer. Donc, vous savez que quand on est tout petit, on aime le football. Donc, c'était vraiment ces souvenirs qui reviennent. On allait pour un petit se retrouver le dimanche là, à Lumumba, qui s'appelle maintenant Javoué, pour jouer au football. Et c'était un souvenir particulièrement intéressant parce que toujours cette rencontre d'amis. Et puis, de la semaine, on se disait avec des copains, il faut qu'on se prépare pour battre nos amis de Poto. Cette fois-ci, on doit les battre. Ils disent que nous sommes les enfants de la ville, eux, c'est les enfants du quartier. On doit les battre. Donc, c'était ce challenge-là. Et puis, j'ai un souvenir particulier aussi. C'est ma première entrée à Nganga-Édouard. C'était un moment important parce que Nganga-Édouard, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, une école. Une école, tout à fait. Un collège. Exactement. Parce qu'à l'âge de 11 ans, j'étais à l'âge de 11 ans en troisième. Donc, j'étais souvent le plus petit parmi les plus grands du collège. Et donc, très vite, j'ai dû apprendre à faire preuve de diplomatie. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants vous diront que tout petits se sont battus à leurs camarades de classe. Et c'est normal. Moi, je ne me suis jamais battu. Je n'ai jamais eu de bagarre physique avec des copains parce que à l'âge de 7 ans, j'étais au CE2, je crois. À l'âge de 8 ans, j'étais en 6e. Bref, je suis en 3e à l'âge de 11 ans. Donc, j'ai très vite appris à évaluer les rapports de force. Et donc, pour moi, Nganga-Édouard, c'était un événement particulier parce qu'on arrivait là, on avait 9 ans, on était en 6e ou 5e, et donc c'était particulièrement intéressant. Alors, pour revenir un peu à votre carrière en France, on a envie de vous demander pourquoi avoir abandonné le foot. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner le foot, à laisser tout derrière? Vous étiez déjà professionnel. Alors, j'étais semi-pro, mais je n'ai pas abandonné le foot. En réalité, ça a été un cheminement. En général, dans le sport de haut niveau, à l'âge de 15-16 ans, on sait si vous passez ou si vous ne passez pas. Très vite, on sait si vous allez être un très bon joueur de très haut niveau, moyen ou plutôt... Vous jouez à quel poste déjà? Alors moi, je jouais milieu de terrain. Ah, d'accord. Milieu de terrain. Et donc, quand je sors du centre de formation de Toulouse à l'âge de 21 ans, je ne signe pas pro à Toulouse. J'ai des copains qui signent pro, comme Lamine Diatta qui est actuellement dans le staff de l'équipe du Sénégal. J'ai des copains qui signent pro. Moi, je ne signe pas pro. Et donc, j'ai deux choix. Ou je joue à 100% à la carte du football, ou je me dis, tu n'es pas peut-être suffisamment bon pour percer à ce niveau-là, mais tu peux essayer de faire tes études et puis d'avancer dans ce sens-là. L'idée, c'est de se réaliser. L'idée, c'est de se réaliser sa vie. Et donc, j'ai pris le parti à ce moment-là de continuer mes études tout en jouant au football. Donc, de courir 2 lièvres à la fois. Et donc, c'est comme ça que j'ai... Vous avez un choix. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de simultanément faire mes études et de continuer à jouer au football. Or, on ne peut pas faire 2 lièvres à la fois. À un moment donné, le haut niveau vous exige d'être à 200% sur la pratique sportive. Ce que moi, je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait le choix de faire mes études. Donc, vous n'avez aucune vision pour l'avenir? Non, je considérais que j'étais un bon joueur,
mais peut-être pas suffisamment bon pour en vivre à temps plein. Et Vous vouliez jouer pour l'équipe nationale du Congo, appelée Diable Rouge, ou pour la sélection française? absolument pas. C'est quand j'étais plus jeune, oui, mais quand je sors du centre de formation, je considère que bon, je suis un bon. Le rêve de gosse était quoi? Le rôle de gosse, je pense que j'étais un bon joueur, mais j'ai jamais forcément aspiré à être pro à 100%. J'ai pas rêvé de ça. Ah, d'accord. Parce que notre papa nous disait faites vos études. Maman disait faites vos études. Maman disait faites tes études. Vous savez, vous parlez d'enfance tout à l'heure, quand j'avais 14 ans, je dis à maman, maman, je vais arrêter les études, je vais devenir footballeur professionnel. Elle me dit non, tu ne peux pas faire ça. Mais elle trouve un stratagème, elle me dit, regarde ce joueur-là. Quand il parle à la télévision, il ne s'exprime pas bien. Donc, essaie au moins d'aller jusqu'au brevet, donc jusqu'à la troisième, et puis après, tu pourras arrêter tes études. Arrive en troisième, je dis, maman, Et papa dans tout ça? papa, il avait la même logique. La même logique de dire des études d'abord. Arrivé en troisième, maman me dit, je dis à maman, bon maman, je suis en troisième. Là. J'arrête. Il dit, c'est vrai, mais regarde Jean-Philippe Durand. C'est un joueur de Marseille à l'époque. Regarde comment il travaille bien. Regarde comment il s'exprime. Il a son bac, hein. Vois-moi jusqu'au bac, après tu verras. Il dit, bon maman, je vais jusqu'au bac, et après on verra. Arrivé au bac, il dit, bon maman, j'ai eu mon bac. Je rentre au centre de formation de Toulouse, je côtoie les professionnels, on s'entraîne avec eux. Il dit, tu as raison, mon fils, mais tu sais, quand tu auras fini ta carrière professionnelle, à 30 ans, qu'est-ce que tu feras? Fais tes études. Voilà comment est-ce que je continue mes études supérieures et que à l'arrivée, je me retrouve devant vous. C'est-à-dire que je pense réellement que si ma maman ne m'avait pas poussé dans ce couloir-là, certainement qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous ici présent. Est-ce que c'est pas parce que les périodes sont différentes? Si c'était aujourd'hui où le foot a plus... Non, je pense qu'à l'époque, moi j'avais des copains à l'époque qui avaient 15 ans, qui gagnaient 10 000 francs français à l'époque. Je vous parle de ça en 95. Hein. Donc les revenus des footballeurs ont explosé, mais à l'époque, 10 000 francs français, pour un joueur de 15 ans, c'était beaucoup. À l'époque, le SMIC français était à 3 ou 4 000 Mais pas comme aujourd'hui. C'est sûr que lorsqu'on voit les Mbappé et autres... Oui, il y a toujours ce rêve, c'est vrai. Elle aurait changé d'avis. C'est vrai, je ne sais pas, ça il faut lui poser la question, mais ce qui est sûr c'est que le pourcentage de personnes qui passent professionnelles est tellement faible que si j'étais un parent, je pousserais mon enfant à faire des études. Parce qu'on a vu récemment un joueur du Real de Madrid qui a 19 ans, devoir arrêter sa carrière parce qu'il s'est blessé à 19 ans. Donc je pense que, je ne sais pas, il faut lui poser la question à mes parents. Voilà, alors Rodrigue Nzinga Mbomi, vous étiez président de la Ligue du sport au travail pendant cette année. C'est quoi déjà le sport au travail? Le sport au travail, la Ligue du sport au travail a pour vocation de favoriser la pratique sportive en entreprise afin de contribuer à la santé des travailleurs et à la performance des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage Une très belle cette année? 7 années, 7 ans c'est beaucoup, une très belle expérience remplie de belles rencontres, un bureau exceptionnel avec lequel j'ai travaillé pendant 7 ans, le Vispaka qui m'a accompagné pendant 7 ans, qui m'a appris, voilà. Mais je veux peut-être d'abord dire que je suis tombé dans cette marmite-là un peu par hasard. Un peu par hasard parce que quand je suis rentré en 2011, j'ai commencé à organiser des activités sportives pour mon plaisir et parce que j'avais envie de le faire, des tournois de football, de dingo, des marches. Et puis en 2017, j'ai été approché par un acteur de la Fédération congolaise pour le travail qui m'a dit, écoutez, le président Robert Massamba Teba, paix à son âme, souhaite vous rencontrer parce qu'il pense que vous pourriez être un candidat intéressant pour la Ligue de Brazzaville. Donc je l'ai rencontré, on a discuté. Le courant est très vite passé, quelqu'un de très courtois. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans la Ligue de sport de travail de Brazzaville pendant 7 ans. Ça a été une belle expérience, on a fait de belles choses. Je pense qu'on a un bilan qu'on peut défendre aujourd'hui. On a signé de beaux partenariats. Et donc c'était un sujet intéressant. Alors, toujours en parlant de ce secteur, candidat malheureux à la Fédération congolaise du sport de travail. Comment avez-vous vécu cette période? Comment avez-vous vécu cette défaite? Est-ce que vous vous attendiez à cette défaite? C'est le sport. Le sport, la vérité, c'est juste sur le terrain. Une élection se gagne sur le terrain, pas sur le papier. Moi, on a travaillé pendant 7 ans.
Pendant 7 ans, on a organisé les 10 km de Brazzaville, on a organisé des tournois de foot Nzango, on avait un bilan avec près d'une centaine d'entreprises affiliées à la Ligue, donc ça veut dire qu'on avait quand même une activité, et on a des évidences pour le démontrer. Après, une élection, c'est une élection. J'ai fait ma campagne, le candidat adverse a fait sa campagne, il a gagné, les textes sont là, je ne connais pas ce résultat, il a gagné. Vous avez fait le fair play ou vous doutiez Non, du tout, je te dis que non, moi je ne suis pas... les gens nous parlent. On peut s'interroger sur la constitution du corps électoral ou sur d'autres paramètres, ça c'est une chose, mais je ne reviens pas là-dessus. Moi je suis sur le résultat. Quand on fait du sport de haut niveau... Vous avez accepté? Oui, totalement. Je n'ai pas de ressenti par rapport à ce résultat. Quand vous faites du sport depuis tout petit, vous savez que vous gagnez ou vous perdez. Vous savez. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'à l'arrivée, il n'y a qu'un seul champion. Donc, vous êtes habitué à savoir. Est-ce que vous étiez étonné de votre défaite? Bah, écoutez, j'avais fait campagne, donc je pensais que j'allais gagner. Étonné, le mot étonné, oui, si on considère que... On peut dire surpris. Surpris, si on considère que sur un certain nombre de voix qui ont voté, c'est des électeurs que j'avais rencontrés, donc on peut imaginer qu'ils votent pour moi. Après, chacun fait campagne, donc chacun a ses arguments. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifiait cette défaite? Qu'est-ce qui a fait que vous perdiez, selon vous? Je pense que j'ai pas été suffisamment bon dans la campagne. Je pense que j'aurais dû être plus performant. Vous avez sous-estimé l'adversaire? Non, je n'ai pas sous-estimé parce que j'ai quand même sillonné le pays, monsieur Maner. Je suis allé à Ouesso pour rencontrer des électeurs. Je suis allé à Pointe-Noire. Je suis allé à Dolisie et j'ai battu campagne. Donc, non, je pense que j'ai peut-être pas essayé suffisamment Ah, bon. mais comme il faut dire que c'était une surprise et vous ne vous attendiez pas à cette défaite. C'est une première expérience. Ah, d'accord. J'en retire beaucoup de choses très intéressantes, notamment sur la gestion de ces équipes, parce que quand on bat campagne, on ne bat pas campagne seul. Mes équipes me disent souvent, monsieur le président, si vous avancez, on vous suit. Si vous vous arrêtez, on vous pointe. Si vous reculez, on vous abat. Donc, en fait, j'ai avancé avec la volonté de gagner avec mes équipes. On n'a pas gagné. La main s'est dite. Peut-être qu'on reviendra la prochaine fois, peut-être pas, mais en tout cas, on a fait ce qu'on avait à faire. L'eau a coulé. Oui, totalement. Je pense que, vous savez, c'est une fédération. La fédération, c'est une structure qui dépend du ministère des Sports. C'est une affaire étatique, je dirais même, parce que la Fédération pour le sport de travail a une responsabilité très importante. On parle ici de la santé des travailleurs. C'est donc un sujet de santé publique. Donc cette fédération ne peut pas être prise en otage par monsieur X ou monsieur Y. Donc à partir du moment où il y a une élection qui se déroule selon les règles, puisqu'elle est pilotée par la Direction générale des sports, bon, le résultat, c'est le résultat, on ne va pas revenir là-dessus. Hein. C'est pas le ministère qui avait choisi. Je ne sais pas. Au secours. Alors, président de l'association Marcher Courir pour la cause en sigle MCPLC. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler de cette association avec vos mots? C'est une maladie qui me touche de près. Je vais vous donner 3 exemples malheureux. Le premier, c'est que j'ai une fille diabétique depuis l'âge de ses 10 ans. Donc, vous êtes diabétique depuis l'âge? J'ai une fille diabétique. J'ai une fille qui est diabétique depuis l'âge de ses 10 ans. Ah, d'accord. Donc, ça secoue. Ça secoue vraiment parce que ça chamboule tout le monde dans la famille. Et pour nous, le diabète, c'est une maladie de vieux. Deuxième exemple que je vous donne. La grand-mère de mes enfants est décédée en 2024, plus exactement le 7 avril 2024, Journée mondiale de la santé, des suites d'un diabète. Elle rentre au CHU avec une glycémie à 5. Je vous rappelle que la norme, c'est entre un marché de 1,26, elle est à 5. Elle fait un coma, puis un AVC, et elle en décède. Exemple plus récent, j'ai un petit frère qui est décédé le 19 août. Obésité, hypertension, glycémie élevée. Il rentre à l'hôpital le vendredi soir, le samedi il était décédé. Donc, à titre personnel, déjà, je suis impacté de près par cette maladie, et récemment. Et de manière plus générale, j'aime à dire qu'on a tous un rôle à jouer dans la société civile. On ne peut pas juste se contenter de travailler et puis de rentrer chez soi.
Et donc, si vous aimez un peu les autres, si vous aimez votre pays, et je vous rappelle que je suis rentré dans mon pays pour avoir de l'impact sur différents projets, vous commencez à vous dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire bouger la donne. Et donc, naturellement, on a commencé par se dire je vais créer une association pour essayer de apporter ma pierre à l'édifice contre cette maladie qui était une véritable pandémie. Si vous le permettez, je vais vous donner quelques chiffres, 3 niveaux d'information. Premier niveau d'information que je vous donne, en 2022, l'OMS communique des chiffres sur 3 maladies qui sont le VIH, le paludisme et le diabète. Sur le VIH, nous avons en 2022 40 millions de personnes infectées ou plutôt vivant avec le VIH en 2022. Données OMS, Organisation mondiale de la santé. Sur le paludisme, en 2022, nous avons 243 millions de personnes touchées par le paludisme. Sur le diabète, c'est 547 millions de personnes vivant avec le diabète en 2022. Je répète, 40 millions VIH, 243 millions paludisme, 547 millions diabète. Ici, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une maladie plus importante que d'autres, et comme j'aime bien le dire, comparaison n'est pas raison. Mais quand même, les chiffres peuvent nous interpeller. Deuxième information que je vous donne, l'OMS estime que dans le monde, 5 personnes sur 10 vivant avec le diabète ne savent pas qu'elles sont diabétiques. C'est des chiffres mondiaux. Alors, revenons sur l'association. Oui. J'aimerais que vous nous parlez de cette association avec vos mots. Je sais qu'on va tomber peut-être pour nous parler de la maladie, mais l'association en tant que structure... Notre association, elle est structurée de manière classique, avec une ambition très simple sur 3 sujets. 1, promotion de la santé, c'est dans nos statuts. 1, promotion de la santé. 2, lutte contre le diabète. Et 3, promotion de l'activité physique comme outil de prévention primaire et secondaire. Voici les 3 ambitions qu'on se fixe au niveau de l'association Marché Couleur pour la cause. Donc, cette association est motivée par rapport à ce que vous aviez vécu autour de vous. Totalement. Est-ce que la façon dont vous luttez, est-ce que c'est seulement pour courir et marcher qu'on peut lutter contre cette maladie? Non, aujourd'hui, quand on parle de sensibilisation, on sait très bien que au niveau de cette maladie, qui est une maladie métabolique, il y a 2 types de diabète. Sans faire du médical, mais il y a un diabète de type 1, un diabète de type 2. Le type 1, il est orienté sur des facteurs génétiques. C'est-à-dire que vous l'avez, entre guillemets, hérité de vos parents. Le type 2, il est lié à nos comportements, à nos modes de vie, à nos habitudes. Et les comportements alimentaires. Exactement. Comportement alimentaire, mais également activité physique. C'est-à-dire que si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que vous passez plus de 8 heures par jour assis, que vous ne faites pas d'activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique. Et qu'en plus, bouger. Et qu'en plus, vous avez une alimentation qui est hyper sucrée ou hyper salée, vous exposez à des risques très importants de glycémie. Mais votre fille, je suis désolé, c'est quoi la cause à 10 ans? Génétique. Génétique. Ah, génétique. Alors, pour revenir à cette association, d'où vous est venue réellement l'idée de créer? C'est vrai que vous pouvez lutter à votre façon, mais l'idée de mettre cette association avec tout ce qui accompagne une association, la seule motivation, c'est ce que vous avez expliqué? Oui, c'est que moi, je considère que nous sommes au Congo-Brazzaville. C'est mon pays. C'est mon pays. Certains diront, je ne suis pas venu pour accompagner les autres, c'est la fameuse phrase. Mais c'est mon pays. Dans notre pays, aujourd'hui, il y a des programmes comme le programme national de lutte contre le palu. D'accord? Qui ont pour vocation de contribuer à la lutte du paludisme. Pourquoi? Parce que, imaginons que dans certaines régions qui nous nourrissent, les greniers du pays, il y ait une épidémie de paludisme. Je peux vous assurer qu'on va avoir une flambée des prix,
et qu'on aura du mal à se nourrir parce que les gens qui sont censés nous nourrir seront occupés à se soigner du palu. Sur le diabète, on est également au même point, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est extrêmement sournoise. Quand elle s'installe, elle peut être en vous pendant 10, 15, 20 ans sans que vous le sachiez. Et quand vous le découvrez, les conséquences sont souvent dramatiques. Mais pourquoi vous n'avez pas donné cette association, par exemple, je sais pas, association pour la lutte contre le diabète, tout simplement? Pourquoi marcher, courir pour la cause? Mais il y a La cause, on ne connaît pas la cause, mais il faut percer pour savoir que bien sûr, c'est pour le diabète. Ça peut être pour le cancer, ça peut être pour le palu, bien sûr. n'importe quelle maladie. Alors, j'ai fait une école de commerce. Moi, je suis un développeur de formation. Je travaille pour différentes structures où mon métier, c'est de résoudre les défis qui peuvent se poser à des organisations publiques ou privées. Et donc, dans Marché pour la cause, c'est déjà une énigme en tant que telle. La cause, quelle cause? Donc, c'est déjà une forme de marketing. Quand je vous dis association, marché pour la cause, vous allez me dire quelle cause? Je dis le diabète. On a déjà commencé à discuter. On peut marcher aussi pour une cause politique, pour un syndicat, pour une revendication. Effectivement, on pourrait, mais notre pipe à nous, c'est pas là. Nous, nous sommes résolument engagés depuis maintenant 7 ans dans la lutte contre le diabète et la promotion de la santé. C'est notre scope. On est là. Et comment vous êtes structuré? Vous êtes le président, Je suis le président, il y a une vice-présidente, il y a un secrétaire général, il y a tout un bureau qui travaille. il y a le président, vice-président, secrétaire général. Exactement. Ah d'accord. Exactement. Donc vous avez un bureau. On a un bureau, on est une association déclarée à la préfecture avec la structuration Et comment financez-vous cette association? Et on essaie d'être ingénieux. Vous touchez à un point sensible, c'est que comme toute association, on a besoin de ressources pour financer nos emplois et nos activités. Donc, on va à la recherche de ressources, on rencontre des partenaires, on fait des montages et petit à petit, on commence à avoir un tout petit peu d'impact. Alors pour revenir, je ne sais pas, excusez d'être insistant, cette association, Marcher Courir pour la cause, on n'a même pas mis pourquoi le diabète. Vous expliquez que c'est le diabète, il fallait qu'on vous pose la question. Alors, vous n'avez pas défini la cause, mais il y a une cause. La cause est vague, bon, c'est pas politique, mais comprenez, ceux qui ne connaissent pas cette association, ceux qui ne vous connaissent pas, dès qu'ils vont entendre association, marcher, courir pour la cause, entre nous. Non, bien sûr, mais c'est vrai que Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre entre guillemets lutte, ou bien entre parenthèses lutte contre non, c'est-à-dire que nous, on est. le diabète? Vous savez, sur le logo de l'association, là, vous voyez, il y a un petit rond avant MCPLC. Ce logo-là, en fait, c'est le signe. J'ai vu le pins que vous arborez. Exactement. C'est le signe de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Donc, en tant que tel, ici. Bon, vous les initiés, tout le monde ne connaît pas. Mais c'est ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que. Et puis, de manière générale, la cause, c'est celle de la santé des populations. Donc, de manière générale, la cause, c'est celle de la santé des populations. Donc, on est engagé sur ce sujet-là. Et c'est vrai que. Bon, il y a un côté marketing aussi. L'énigme. La cause, quelle cause? Mais est-ce que. Pour que les gens s'intéressent à nous? donc demain, cette association, vous nous rassurez, elle ne sera pas politique. Absolument pas. Notre sujet, c'est la santé des populations. On va garder cette émission. Vous pouvez la garder. Ah d'accord. Donc cette association ne sera pas politique. Non. Voilà, alors parlons du diabète. Quel est votre regard sur la lutte contre le diabète en République du Congo? Votre regard à vous? La façon dont on lutte contre le diabète en République du Congo? Je ne suis pas du système sanitaire. Je ne suis pas un cadre du ministère de la Santé et de la Population, donc je n'ai pas suffisamment... En tant que membre de la société civile, en tant qu'observateur, vous êtes une association, vous faites partie d'un pays? Je vais vous faire part de mon ressenti. On a encore beaucoup de défis, parce que depuis quelques années, on fait Ponant-Brazzaville à pied, dans le cadre de la traversée du Mayombe, et on rencontre encore beaucoup trop de personnes qui ne connaissent pas le mot diabète. Pas le mot MAUX au pluriel, mais le mot MOT. Ce qui veut dire qu'on a un vrai travail à faire d'évangélisation des populations, je pèse mes mots,
sur le diabète, à savoir quels sont les symptômes du diabète, comment est-ce qu'on peut le reconnaître, quels sont les facteurs risques, et surtout insister sur l'importance du dépistage. Le regard que vous portez sur la lutte contre le diabète en République du Congo, s'il faut dire qu'il y a encore à faire. Il y a beaucoup à faire. On a beaucoup. Parce que dernièrement, on a vu ailleurs, peut-être moi je croyais que c'était pareil dans ce pays, il y a la distribution, la gratuité des insulines, allais-je dire, comme au Burundi récemment. Et ici, vous n'aviez rien remarqué, hormis... Je sais pas, il y a des choses qui se font naturellement. Vous avez vu, on est dans le cadre de la Journée mondiale du contre le diabète. Le ministère de la Santé et des Populations nous accompagne, donc on ne peut pas dire qu'il ne se fasse rien, mais je pense que nous sommes dans un défi, il y a beaucoup de... On est encore dans les slogans. Non, on n'est pas dans les slogans. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Mais il y a beaucoup à faire. Mais il y a beaucoup à faire. Vous savez, je vous donne un chiffre qui va vous démontrer qu'il y a beaucoup à faire. D'ici 2045, le diabète va augmenter de 129%. 129%. Ça, ce n'est pas des chiffres à faire peur. Si, justement. 129% de diabétiques en plus d'ici 2045 en Afrique. En Afrique. Je parle bien du continent africain. Ça veut dire que chez nous, le diabète, le nombre de personnes avec diabète va être multiplié par plus que 2 d'ici 2045. Ça veut donc dire que... En République du Congo. Ça veut donc dire, juste, monsieur Madère, ça veut donc dire que, potentiellement, ça voudrait dire que l'État devrait augmenter son budget lié au diabète de 129% pour être dans cette certaine logique, vous voyez. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc le regard en un mot, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Voilà. Alors le 14 novembre dernier, c'était la journée mondiale pour la lutte contre le diabète. Alors dans le cadre de votre association, qu'est-ce qui était prévu dans le cadre de votre association? Je vous rappelais tout à l'heure que la mission de notre association se situe à 3 niveaux. Promotion de la santé, lutte contre le diabète et activité physique. Donc, dans le cadre du 14 novembre, ce que nous avons voulu faire en touchant toutes les populations, des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, des personnes du secteur formel, des personnes du secteur informel, toutes classes confondues. Et donc, on a eu déjà, pour commencer, une sensibilisation dans les écoles. C'est extrêmement important. Pourquoi les écoles? Parce que les enfants, c'est l'avenir. Parce que dans 20 ans, ce seront eux les personnes concernées par le diabète. Et que donc, ils sont très perméables. Et que donc, ils ont un rôle à jouer dans la réduction de cette maladie. Donc, on a touché les écoles publiques et privées. Ensuite, le deuxième axe qu'on a eu, c'est d'aller dans les marchés pour sensibiliser les commerçants et également les populations qui viennent dans ces marchés. C'est important. Le troisième axe qu'on a également, c'est d'organiser un atelier où on invite les entreprises à venir écouter ce qu'ils doivent entendre sur le diabète. Encore une fois, symptômes, facteurs, risques, et puis importance du dépistage. Autre élément important d'activité physique, donc on a organisé des rencontres sportives de football et de Nzango, mais également une marche sportive sur la corniche de Brazzaville. Et enfin, pour terminer, on organise une soirée caritative de levée de fonds en faveur de la lutte contre le diabète. Donc un programme d'activité assez dense sur ce mois de novembre. Alors l'activité physique, on constate que ça se situe sur la marche, parce qu'aujourd'hui, le Brazzaville qu'on a connu avait au moins de l'espace. Nous, on joue au petit poteau, on joue au monafoot, mais aujourd'hui, il n'y a plus trop d'espace avec les chiffres que vous venez de donner. D'ici 2045, il y aura explosion. Si on ne prend pas garde, si le budget n'est pas regardé du côté des pouvoirs publics, alors on a envie de vous demander quel sens donnez-vous à votre lutte? Quel sens donnez-vous à votre lutte? Je vous raconte, si vous permettez, une anecdote. Il y a un incendie dans la forêt. Il y a un incendie dans la forêt et donc tous les animaux fuient le feu. Et il y a un petit oiseau qu'on appelle le colibri qui est un tout petit oiseau. On va faire les allers-retours comme ça. Et l'éléphant,
Il le regarde, il lui dit, mais monsieur le colibri, là, nous sommes tous en train de fuir le feu de la forêt. On va tous y passer, on va tous mourir. Pourquoi est-ce que tu fais des allers-retours entre je ne sais pas où tu vas et le feu? Le colibri répond, là, 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 je vais chercher de l'eau pour éteindre le feu et puis je fais mes allers-retours pour essayer d'éteindre le feu. L'éléphant lui dit, mais moi là, avec ma trompe, j'ai fui. Et toi, avec ton petit bec là, tu veux essayer d'éteindre le feu? Le colibri lui répond, oui, monsieur l'éléphant, je vais essayer d'éteindre le feu, mais tu n'y arriveras pas, répond l'éléphant. Le colibri dit, je ne sais pas, j'y arriverai pas, mais je fais ma part. Je fais ma part. Et on est Donc, ici, le sens que vous donnez. oui, c'est qu'on fait notre part. Et vous luttez pour quel résultat? On fait notre part en espérant que de par notre action, on contribue à endiguer cette pandémie qui est le diabète. Et je pense que si chacun balaye devant sa porte, on peut avancer. Alors, si on vous demandait quels est selon vous les défis liés à la lutte contre le diabète en République du Congo, est-ce que les Congolais ont la connaissance de cette maladie? De par mon expérience sur un petit tronçon qui est l'intervalle de Prenant-Brazzaville où on est souvent amené à marcher, je dirais qu'il y a un défi à réaliser de connaissance de cette maladie. Et je pense que c'est le défi majeur. Le défi majeur, c'est la sensibilisation des populations et le dépistage. Et le dépistage. Parce que aujourd'hui, on sait que 90% des cas de diabète, en moyenne, sont de type 2. C'est-à-dire des diabètes liés à nos habitudes de vie, à nos comportements. Manque d'activité physique, alimentation trop sucrée ou trop salée. Et donc, si nous réussissons à sensibiliser les populations sur cette maladie, les symptômes, les facteurs risques, qu'est-ce qui peut changer dans leur quotidien, c'est déjà un combat gagné, et surtout les amener à se faire dépister. Hein, je crois qu'aujourd'hui, avec le nouveau plan du ministère de la Santé, de la Population et du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises pour permettre à chacun de pouvoir se faire dépister dans les CCI. Alors, quelles sont selon vous les perspectives pour une lutte efficace, pour que cette lutte soit effective? Qu'est-ce qu'on peut faire, hormis ce que vous aviez cité? Est-ce que la proximité, est-ce qu'on ne va pas aller à l'école pour dépister? Parce que vous dites que même les enfants, effectivement, quand on regarde, il y a des enfants qui sont en surpoids. Apparemment, il y a la méconnaissance. Est-ce que les perspectives que vous préconisez, Nous, vous en tant que président de l'association Marcher Courir pour la cause? J'aime même parler par métaphore parce que ça donne du sens à ce qu'on veut dire. Vous connaissez le Japon. Vous savez que le Japon est assis sur des plaques qui bougent en permanence et qui font que régulièrement, il peut y Tremblement avoir de des tremblements de terre. terre, tectoniques. Imaginez que vous viviez au Japon et que vous ne sachiez pas que vous êtes sur des plaques et que vous soyez chaque fois surpris par des tremblements de terre. On en est là. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est qu'on est sur des plaques qui bougent, qui vont exploser, et que nous, on n'en prend pas conscience et qu'on ne prend pas les bons comportements aujourd'hui. Les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont verticalisé les habitations, ils ont construit des habitations beaucoup plus robustes pour faire face aux tremblements de terre, Pour prévenir. pour prévenir. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Je pose la question. La réponse appartient à chacun. Mais est-ce qu'on est sûr que tout le monde a conscience de ce danger? Est-ce qu'on est sûr que les enfants ont des bons comportements alimentaires? Est-ce qu'on est sûr que tout le monde est conscient qu'il faut marcher ou avoir une activité physique à minima une demi-heure par jour? Est-ce qu'on est sûr de tout ça? Parce que, encore une fois, c'est la fameuse loi de Pareto, les 20-80. On a aujourd'hui 90% des cas de diabétiques qui sont des cas de type 2, c'est-à-dire des personnes qui pourraient avoir un résultat différent s'ils bougeaient leur comportement. Activité physique, nutrition. Activité physique, alimentation. Qu'est-ce que je mange? Comment est-ce que je bouge? Donc le défi pour moi, il est là. Il est là. Voilà, alors le 27 novembre de cette année, il sera organisé une soirée de levée de fonds pour la lutte contre le diabète. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette activité? Oui, tout à fait. C'est une soirée caritative de levée de fonds
en faveur de lutte contre le diabète. Ça sera une soirée. Hein. Oui, tout à fait. C'est une soirée caritative qui aura lieu au Radisson. Dans le cadre de nos missions, on souhaite faire plusieurs choses. Et donc cette soirée, elle a pour trois ambitions, trois objectifs, je dirais même. Le premier objectif, c'est que après cette soirée, on marche tous de même pied pour lutter contre ce diabète. Je rappelle qu'à cette soirée, nous aurons la présence de son Excellence Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et des Populations, et du représentant de l'OMS au Congo. Donc, ça le ministre Mokoki qui est ministre de la Santé en République du Congo. En République, tout à fait. Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'on a l'assentiment des pouvoirs publics. Et c'est important parce que nous sommes société civile. Nous évoluons dans un environnement politique dans lequel il y a des institutions et nous ne pouvons pas vouloir avoir l'impact que nous voulons avoir sans travailler de proximité et de collaboration et même de concert. C'est des partenaires. C'est des partenaires. Donc on a cette première volonté d'associer les pouvoirs publics, mais également des entreprises privées, puisque nous aurons différentes structures d'appel qui seront présentes, et la société civile sur un sujet de santé publique. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de véritablement lever des fonds. Nous avons trois projets à financer. Un, nous voudrions pouvoir doter l'association d'un cabinet médical mobile pour pouvoir œuvrer dans des zones où il n'y a pas de ceci pour des raisons diverses et variées. Deux, partager des kits aussi. Partager des kits, mais surtout déjà informer sur les maladies et dépister déjà. Deux, nous voulons pouvoir développer une application digitale parce que le téléphone portable, tout le monde en a un en général, et il permet d'être plus proche des populations et d'avoir un impact beaucoup plus grand sur la sensibilisation et l'information des populations. Vous allez travailler avec les téléphonies mobiles? Naturellement. Et trois, nous avons l'ambition de construire notre première maison sport et santé en République du Congo. Une maison où on viendrait pour, non pas pour se soigner en priorité, mais plutôt pour se sentir bien, pour anticiper, pour prévenir. Une maison où on pouvait venir avoir des conseils. Au niveau du Brazzaville ou dans tous les départements? Brazzaville d'abord. Brazzaville d'abord, parce que notre siège est à Brazzaville, parce que ça nous permet d'avoir une proximité pour avoir une approche laboratoire, et ensuite, naturellement, de se déployer dans différentes localités. Donc ces trois projets-là, on a besoin des ressources, et donc c'est une soirée de levée de fonds. Et le troisième objectif de la soirée, c'est de nous positionner différemment. Aujourd'hui, de par mon parcours, de par mon histoire, en considérant, de par même le nom de l'association, Marcher, courir pour la cause, on considère trop cette association, pas à tort, mais parce que c'était un départ ainsi fait, comme une association sportive. Et donc, ici présent, je tiens à rappeler que la raison même d'être de notre association, c'est la promotion de la santé et la lutte contre le diabète. Et pour ce faire, nous avons un outil particulièrement intéressant, qui est le sport. Donc voilà un peu les trois objectifs de cette soirée. 1. Se mettre tous debout ensemble face à cette maladie. 2. Lever des fonds. Et 3. Positionner l'association comme étant une association faisant partie du jeu dans la lutte contre le diabète. Combien de personnes sont attendues? On attend entre 200 et 250 personnes. 250 ouais. Ah d'accord. Alors, Rodrigue Nzinga Mbomi, vous êtes aussi promoteur de la traversée du Mayombe, ce concept. Alors, pouvez-vous nous parler de ce concept avec vos mots? La traversée du Mayombe. La traversée du Mayombe. C'est toute une histoire. Vous savez, quand on a créé l'association Marcher courir pour la cause... C'était déjà en quelle année? En 2019. On avait besoin de ressources. Et donc, les amis m'ont dit, mais toi, tu es dans l'entreprise, tu as un réseau, on va voir les chefs d'entreprise, dis-leur que tu t'engages contre le diabète et que tu as besoin d'argent. Et j'ai répondu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si vous voulez recevoir, il faut d'abord savoir donner. Et donc, nous, en tant qu'association, on doit être en capacité de démontrer notre engagement à lutter contre le diabète. Et donc, très vite, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour démontrer notre détermination et peut-être être entendu et écouté. Et j'ai vite proposé, j'aurais dit, écoutez les gars, nous allons faire Pointe-Noire, Brazzaville à pied. C'était en 2019. Vous voyez, comme vous souriez là, comme je vous vois là, c'est exactement comme ça que ça a été accueilli. En 2019, ici, au Radisson Hotel, nous sommes ici, j'ai donné une conférence où j'ai annoncé que nous ferions la traversée de Mayombe. Juste un peu avant le Covid. 2020, le Covid est arrivé, les gens m'ont dit, ah, vous avez vu ce monsieur,
Ils parlent beaucoup, mais ils ne réalisent pas grand-chose. Beaucoup de sceptiques en tout cas. Et puis 2021, on a fait la première édition de la traversée du Mayombe. Nous étions 12. En 2022, deuxième édition, nous étions 24. En 2023, troisième édition, nous étions 57. Et cette année, nous allons finir la quatrième édition, nous étions près de 354 marcheurs. Donc petit à petit, on avance. Maintenant, on peut répondre plus précisément à votre question. La traversée du Mayombe, c'est une marche qui a pour vocation de partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville à pied, en plusieurs étapes, pour Pas Brazzaville, Pointe-Noire, mais Pointe-Noire, Brazzaville. Brazzaville à pied, Ah en d'accord. plusieurs étapes, pour sensibiliser les populations sur un sujet dont on vient de parler, dont on parlera encore demain malheureusement, le diabète. Ce qui veut dire que ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. C'est une marche où le seul objectif, c'est de sensibiliser, où chaque pas est l'occasion de rencontrer une personne pour parler du diabète. Donc on est sur ce sujet-là, et c'est une marche qui s'adresse à toute personne pouvant participer. On est une organisation qui fait que on peut marcher autant qu'on veut. Quand on est fatigué, on a des véhicules qui suivent. Et je vous donne juste quelques exemples. L'année dernière, la plus jeune avait 8 ans. Elle a fait une seule étape avec ses parents. Elle a marché 3 heures. Et depuis avec 64 ans. Donc vous voyez qu'on a vraiment... Vous choisissez, comment définissez-vous les trajets? Vous faites d'abord une étude, vous dormez au moins, parce que ça ne se fait pas en une journée, Oui, la bien sûr. traversée. Et Ça vous prend combien de temps? ça nous prend exactement 7 jours. Ah, 3 jours de c'est marche, presque une semaine. une journée de repos, 3 jours de marche. C'est une semaine, tout à fait. Tout à fait. Sur les trajets, en fait, on a un trajet qui est identifié, c'est la route nationale. On a pris les dispositions nécessaires pour être en sécurité. Le parcours, il y a 6 jours de marche, hein, donc il est clairement défini. Vous traversez les forêts. Non, 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 non. Nous marchons au bord de la route nationale. Ah d'accord. Nous marchons au bord de la route nationale. Et à chaque étape, on s'arrête pour dormir dans des hôtels qu'on a définis en avance, qu'on a identifiés, donc on avance tranquillement. Et pourquoi avoir choisi le Mayombe? Vous pouvez bien choisir aussi autre lieu. Le Congo est vaste. Le Congo est vaste, c'est vrai, mais je voulais un défi. Guisso, dans la Sangha, C'est vrai. dans la cuvette, dans le Poul, Déjà, symboliquement, je voulais rallier nos dans deux le capitales. Niari, dans les montagnes. C'est aussi, ça va enlever le sucre. C'est vrai, c'est vrai. Mais symboliquement, je voulais déjà un défi qui relie les deux villes symboliques du Congo, Pointe-Noire et Brazzaville. Ensuite, je voulais un défi à la hauteur de la cause. Et quand on parle du Mayombe, on parle de la construction des chemins de fer, on parle de notre route. Et donc, tout le monde sait que le Mayombe, c'est particulièrement difficile. J'ai l'impression que la communication, le marketing vous suit partout là. Écoutez, le marketing fait partie de nos outils pour impacter les populations. Donc, on est sur ce volet-là, effectivement. Et quand on parle de la traversée du Mayombe, c'est un nom qui voyage. C'est un nom qui voyage. Un nom qui parle. C'est un nom qui passe, un nom qui voyage. Le Mayombe, c'est mythique. Donc, pour dire pourquoi le Mayombe, c'est cette raison. Oui. Voilà. Et quelle est la catégorie des personnes qui viennent marcher et courir avec vous? C'est une question particulièrement intéressante. Je vous partage une petite histoire, si vous le permettez. La première étape, c'est Malélé Mvouti. Donc, on commence à marcher à Malélé pour s'arrêter à Mvouti. Et souvent, on dit à tous les participants, c'est la première étape, à midi, on ramasse tout le monde pour vous avancer au point où nous allons manger ensemble. Nous mangeons dans un petit village qui s'appelle Nambemba, au bord de la route. Hein. C'est un petit village. Et au bord de cette route-là, il y a un petit nganda, entre guillemets. J'imagine que vous avez fait la traduction, un petit restaurant-bar où on s'arrête pour manger. Mais quand vous arrivez là pour manger, il faut savoir que tout le monde a le même t-shirt. Donc je ne sais pas qui est Manu Malher, je ne sais pas si Rodé Nyambomi, je ne sais pas si vous êtes consul de France ou consul de Belgique ou DG de NCA ou DRH de la BGF. Je parle de personnes qui ont participé à cette traversée. Donc quand vous arrivez là, vous avez nos équipes qui vous attendent, qui vous donnent une barquette, qui vous disent tenez monsieur, voici votre barquette. Ah, d'accord. Et donc vous prenez votre barquette, vous vous asseyez par terre et vous mangez. Et là, le sport fait tout. C'est-à-dire que on revient tous les mêmes jours de même équipe, tout le monde se met par terre, tout le monde mange, et là par terre vous avez des expatriés qui travaillent chez Total, par exemple, vous avez des jeunes Congolais qui sont des quartiers
sud et nord de Brazzaville, à qui on offre chaque année la participation gratuite. On a une dizaine comme ça. Vous avez des travailleurs comme le DRH de la BGFI, le DG de NCA. Vous avez des femmes comme le directrice commerciale du Radisson. Vous avez tout le monde. Donc, Et donc ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le vivre ensemble, il se vit là, en fait. Il se vit là. donc, si on peut comprendre, celui qui vit au fin fond de Ngamakoso, ou bien à Ngambio, ou bien à Mafuta, ne peut pas participer à cela. C'est une catégorie donnée. Non, pas du tout. Tout le monde peut participer. C'est moyennant quelque chose. Oui, naturellement, on est frais de Bon, on participation. ne va pas dire les prix pour ne Non, pas... mais c'est important d'évoquer ce sujet, c'est-à-dire que vous savez que quand on est participé à Traverser Mayombe, moi, en tant que promoteur, c'est ma responsabilité civique qui est engagée. Et donc, Sécurité alimentaire, et donc, sécurité physique. s'il y a un doute sur la sécurité, je ne fais pas. Ça veut dire que sécurité physique, oui, alimentaire, oui, hébergement, oui, mais de manière globale, c'est la logistique qui est un coût. L'hébergement, la restauration, donc tous ces points-là, en fait, on a besoin de les structurer, donc ça nous coûte un tout petit Donc, peu. les inscriptions se font comment? L'inscription se vend en ligne ou sur le numéro de téléphone pour avoir plus d'informations. Donc, les critères de sélection, c'est... Il n'y en a aucun, c'est une marche qui veut partir. Le seul critère qu'il y a, c'est un certificat d'aptitude physique à la marche. Ah, d'accord. Un certificat. Ah. Et qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez votre santé. Quand vous marchez pour vous. La santé, le Votre plaisir, la santé, découverte. c'est quand même le maillon. C'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire, vous gagnez pour vous. Vous savez, l'OMS définit la santé comme un état du bien-être physique, psychique et social. Quand on fait de la traversée du Mayombe, physiquement, vous allez naturellement améliorer vos variables, glycémie, hypertension, voire même votre poids. Sur le plan psychique, croyez-moi, quand on fait de la traversée du Mayombe, il y a un avant et un après. Tous ceux à qui vous pourrez discuter vous diront que ça les a changés un tout petit peu, je pense. Et enfin, sur le plan social, vous traversez 6 départements, vous faites des amis, vous rencontrez les populations. Donc c'est quand même un point important, c'est-à-dire que quand vous marchez déjà, quand vous participez d'un point de vue de la santé, vous gagnez. Ensuite, sur le plan touristique, mais écoutez, nous avons l'année dernière été visiter les chutes Fati. On a quand même un pays exceptionnel. Il faut les visiter. Il faut les visiter. On passe souvent en voiture, mais quand vous le faites à pied, que vous parlez de population, c'est autre chose qui se passe en vous. Et puis d'un point de vue de solidarité, quand même, c'est vous marchez pour la cause. Hein. Vous marchez pour la cause. Ça veut dire que quand vous marchez, vous sensibilisez les populations. Donc c'est une expérience à vivre. Vraiment, je vous invite, monsieur Manomanaire, si les prochaines êtes là, à venir participer avec nous. Tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué le début du projet, c'est vrai, moi-même, j'ai tissé un sourire. Vous avez dit exactement, c'est comme ça que les gens souriaient au début. Alors, si on peut se faire ce plaisir pour nous parler de vos débuts, c'était comment cette traversée? La première édition, c'était comment? Une aventure. En quelques mots, l'aventure. Une aventure humaine exceptionnelle. Exceptionnelle. On a... Il y avait des chaos, il y avait des... Non, pas de chaos, parce que tout le monde était préparé. Non, mais vraiment, vous savez, c'est la première fois, c'est la première fois. C'était comment cette première fois? C'était, je vous donne un exemple très simple, hein, c'est que la première année, quand on arrivait à Mvouti, on dormait à Dimonika. Dimonika, c'est un village. C'est dans le Kouilou? C'est dans le Kouilou. Ah, d'accord. Dimonika, c'est vous quittez la nationale et vous enfoncez dans la forêt sur 12 km. 12 km, c'est vous partez du centre culturel français, vous allez jusqu'au point de jouet et vous revenez. Et puis, à 1 km de la maison, notre bus est embourbé. Je vous passe les détails, mais c'était une belle expérience à vivre, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Alors voilà, monsieur Rodrigue Nzinga Mbomi, nous allons vers la fin de ce programme. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous. C'est bien ce partage et c'est bien cette découverte. Alors, on nous annonce déjà la 5e édition qui aura lieu déjà en quel mois? En mois de juin, du 7 au 13 juin 2025. 2025. Alors voilà, alors comment se prépare cette 5e édition et ce sera quoi la particularité de cette 5e édition? La 5e édition a déjà commencé à préparer, puisqu'on a déjà commencé à prendre la tâche avec différentes autorités et différents partenaires. La particularité de la 5e édition, c'est que nous allons cette année véritablement vouloir mettre en place une véritable caravane sanitaire de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville.
Sur les éditions précédentes, l'année dernière, nous avons simplement organisé un dépistage à Madinou, près de 500 personnes. En collaboration avec le ministère de la Santé Tout à fait. et l'OMS. Avec la direction départementale de la santé et l'appui de l'OMS. En 2023, nous avons fait la même opération. Vous pouvez aussi associer le ministère du Tourisme. C'est vrai, mais là, c'est-à-dire que, vous voyez... Et même de l'environnement aussi. Vous voyez où vous êtes. Là, on m'avait posé la question au début de l'entretien, quelle cause? La cause, c'est pas celle du tourisme, c'est pas celle de l'environnement. La cause que nous défendons dans nos statuts, c'est celle de la santé des populations. Alors oui, effectivement, on fait du tourisme et on en profite. Mais je pense qu'il ne faut pas brouiller les cartes. Notre scope, c'est vraiment celui de la santé des populations. Si on se disperse, on n'a déjà pas beaucoup d'énergie, on manque de ressources, et le peu de ressources qu'on va avoir, on va les disperser. Notre scope, c'est la santé, on reste sur ça. Et c'est vrai que votre remarque est juste. On pourrait associer l'environnement, parce que le mayombe, si on n'entretient pas, on ne pourra plus marcher dans quelques années. Le tourisme, c'est magnifique, je vais plus loin. La solidarité, parce qu'on marche dans ce département, je vais encore plus loin. La question des genres, des femmes, elles sont nombreuses à marcher parmi nous. Et parfois, elles sont même souvent, elles ont plus de ténacité que les hommes. Donc on peut embrasser beaucoup de causes, mais je crois que notre sujet, il est lié à nos statuts. Nos statuts, c'est la santé des populations. Donc la particularité, pour revenir la particularité sur la prochaine édition, c'est vraiment de mettre en place une caravane sanitaire. On va cette fois-ci dépister à chaque étape. À chaque étape, on dépiste et on accompagne les populations. D'où l'importance de pouvoir faire lever de fonds pour pouvoir acheter un cabinet médical mobile. D'où l'importance de notre application pour pouvoir, quand on part, laisser à disposition des populations une application pour qu'elles puissent avoir au quotidien des informations sur le diabète, sur la nutrition, sur le sport, sur les difficultés sociales qu'on peut rencontrer. D'où l'importance de pouvoir, ici à Brazzaville, mettre en place une première maison sport et santé qui pourrait être un modèle qu'on peut ensuite dupliquer dans les régions. Voilà. Donc la particularité, c'est vraiment celle de pouvoir cette année avoir une véritable caravane sanitaire où à chaque étape, on dépiste les populations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, peut-être, qu'est-ce que je peux dire, si vous le permettez? Je vous en prie. L'OMS recommande de réaliser 30 minutes d'activité physique par jour. Pas 30 minutes de sport. On n'a pas parlé de sport, on a parlé d'activité physique. Ça veut dire que Vous pouvez balayer, danser, bouger, courir. Voilà. Et j'entends trop souvent me dire, j'ai pas le temps de faire du sport, ou je fais du sport que le dimanche. À ceux qui me disent, j'ai pas le temps de faire du sport, je réponds souvent, tu as un smartphone? Oui. Combien de temps est-ce que tu passes par jour sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos qui ne t'enrichissent pas et qui ne font pas du bien à ta santé? Je pense que, en général, hein, on passe entre 1h30 et 2 heures sur les réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être une demi-heure à gagner là-dessus. Et enfin, à ceux qui me disent je fais du sport que le dimanche, je leur réponds, essaie de te brosser les dents que le dimanche. On va voir ce que ça donne. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que chez nous, on a un dicton qui dit dormir sans courir, c'est tricher. Dormir sans courir, c'est tricher. Ah, dormir sans courir, c'est tricher. Dormir sans marcher, c'est tricher. Ah, d'accord. Dormir sans bouger, c'est tricher. Je dirais même dormir sans danser, c'est tricher. Mais en réalité, on dit souvent dormir sans courir, c'est tricher. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous ne courez pas, vous trichez avec votre santé. Vous trichez avec vous-même. Il y en a même qui me disent parfois, Monsieur le Président, dormir sans courir, c'est péché. Vous voyez, ils vont même plus loin encore. Donc, ce message, je vais faire passer celui-là et de vous dire que fais de ton alimentation ton premier médicament. Fais de ton alimentation ton premier médicament. Le premier médicament, c'est vous-même. Si j'ai une bonne alimentation et que je suis actif physiquement, que je fais du sport, que je fais de l'activité physique, j'ai plus de chances de me tenir éloigné de ces maladies, dont le diabète fait partie, que si je ne fais pas tout ça. Donc, le message que je veux faire passer, c'est à ceux qui nous suivent, prenez soin de vous. Le premier médicament, c'est vous-même. Et puis, ce que vous pouvez nous souhaiter, Monsieur Manuel, c'est une plus franche collaboration. On vous connaît, on sait ce que vous faites. Nous sommes sur un sujet important de santé publique.
Et nous avons la conviction que sans les médias que vous représentez, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. La communication, c'est informer, sensibiliser pour faire bouger la ligne. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'avoir une meilleure collaboration avec vous et de pouvoir revenir vous voir dans quelques semaines pour vous dire, après ce mois de novembre, ce qui aurait été fait, notamment par rapport à cette soirée. Voilà, il y a une question, bon, excusez, c'est une pour la route. Il y a Chanel qui fournit, mon cadreur qui venait de me le souffler. Est-ce que l'activité, disons, l'acte sexuel fait partie du sport? Est-ce que c'est recommandé pour un diabétique? Écoutez, à ma connaissance, l'activité physique est recommandée pour les diabétiques. Il n'y a pas de contre-indication à faire du sport pour les personnes atteintes de diabète. Il y a certainement certaines dispositions à prendre. Mesurer sa glycémie avant, en fonction de l'effort qu'on va réaliser. Non, pour ce qui est de l'activité sexuelle, je vous dirais que je ne suis pas du corps médical, donc je refuse toujours de me hasarder à répondre à des questions qui ne sont pas de mon corps de métier. Moi, mon corps de métier, c'est la sensibilisation, la promotion de la santé, la promotion de la lutte contre le diabète, l'activité physique. Mais sur des questions très techniques, très spécifiques que vous m'avez posées, je n'y rentre pas. Je pourrais avoir des réponses à vous apporter. Mais je considère on ira c'est décommenter. Voilà, Monsieur Rodrigue Ndinga Mboumi, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous étiez face à ma mère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, vous étiez très nombreux à suivre ce programme. Vous nous suivez partout à travers le monde. Merci beaucoup, merci pour cette confiance, merci pour vos suggestions, merci pour nous écrire sur notre page Facebook Mano Manière officielle et même sur YouTube Mano Manière TV. Merci, merci en tout cas. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.